Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Growth Odyssey, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui font et vivent la croissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ségolène Mouterne, CEO de Teamstarter. Salut Ségolène, comment ça va ? Très bien, merci. Salut, ça va. Et en tout cas, je suis super content de t'accueillir sur le podcast. Pour cette première saison, tu vas être la première femme entrepreneuse que je vais avoir le plaisir de recevoir. On va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous pitcher Teamstarter ? Oui, bien sûr. Teamstarter, c'est une société qu'on a créée il y a 4 ans avec mon associé Vincent, qui a vocation à placer l'humain au centre des entreprises parce qu'on est persuadé que les entreprises de demain qui seront performantes, c'est celles qui misent sur l'humain. Et donc, on a créé une démarche interne pour permettre aux collaborateurs d'entreprise de pouvoir créer des projets au sein de leur entreprise, les financer grâce à un budget qui leur a été alloué par leur boîte et ensuite mettre en place des projets au sein de leur entreprise. Donc, l'idée, c'est de stimuler la prise d'initiative et permettre à n'importe qui au sein d'une entreprise de pouvoir porter et réaliser des initiatives qui leur tiennent à cœur pour les permettre de les embarquer et de leur montrer qu'ils peuvent avoir de l'impact dans leur boîte. Ok, donc on est sur l'engagement collaborateur, collaboratrice. Donc tu le disais, vous avez lancé ça à 2 avec Vincent. Comment elle est née, cette idée-là, la genèse du projet, d'où c'est parti, comment ça s'est construit dans la réflexion ? Alors, c'est une idée qui est née en fait au sein du studio, du product studio Matters, qui est une entreprise qui a été créée par Eric Raffin. Et donc Vincent, mon associé, ils ont eu l'idée et à ce moment-là, ils sont venus me chercher pour que je puisse porter et développer cette idée en dehors de Matters parce qu'ils l'avaient testé en interne et ça avait super bien fonctionné. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je suis arrivée pour transformer une idée en un business, on va dire. Voilà. Il y avait déjà un market fit éprouvé en interne ou alors c'était plutôt une intuition par rapport à cette valeur ajoutée que vous êtes allé chercher et confronter sur le marché ? Non, je pense qu'il y avait surtout moi une expérience vécue. J'avais travaillé dans une entreprise française où j'avais une idée de projet que je voulais porter. J'étais dans le département commercial, c'était tout simple, c'était un petit budget, il me fallait peut-être 500 ou 1000 euros. Et je me souviens de la complexité de rien que de savoir comment j'allais trouver le budget, à qui je vais devoir aller demander, comment, etc. que j'ai abandonné l'idée avant même de la proposer. Et quand Matters est venu me voir en me disant on pense qu'aujourd'hui les collaborateurs au sein d'une entreprise n'ont pas forcément assez de prise d'initiative, etc. Moi, ça fait complètement tilt et comme j'avais vécu la situation quelques années auparavant, le match était là. Il n'y avait pas encore de market fit quand je suis arrivée puisqu'on avait une idée, une intuition qu'on allait pouvoir changer le monde. Après, il fallait le tester et l'appréhender sur le marché. Donc, c'est à ce moment-là que je suis arrivée justement pour aller voir s'il y avait effectivement un market fit sur une idée qui nous semblait assez géniale. Ok, donc vous êtes parti de l'idée, vous avez commencé à structurer un produit et puis des approches autour de ce produit-là dans un temps 2. Comment ça s'est, dans quel ordre ça s'est déroulé en partant de la trouvaille au niveau de Matters et après pour aller justement développer cette idée-là, trouver des premiers clients. Comment vous y êtes pris ? Est-ce que vous aviez une petite équipe dédiée à l'aspect sales ou est-ce que... Non, on était 2. On a commencé l'aventure Teamstarter à 2. Au tout début, alors moi, c'est la deuxième boîte que je crée et je m'étais vraiment dit dans cette boîte-là, on lève pas de fonds. On va vraiment aller chercher le bootstrap et donc les premiers mois, c'était vraiment tester le business model. Est-ce qu'on allait pouvoir trouver des clients ? Quel type de clients ? Est-ce que ces clients allaient pouvoir être rentables ? Est-ce que ces clients allaient rester dans le temps ? Est-ce qu'ils étaient satisfaits ? Est-ce qu'on avait un market fit ? À quel prix on allait pouvoir vendre ? Et donc, on a fait un peu une période d'essai, on va dire, entrepreneuriale entre nous, avec mon associé Vincent, pour tester aussi notre association, voir si elle fonctionnait bien, si on était complémentaires. Et puis, on avait effectivement un premier produit, mais pas de clients, pas de retour d'expérience.
pense. Et donc, on s'est lancé tout simplement. On a pris un panel d'entreprises françaises et puis notre téléphone, notre courage et on a commencé à prospecter les entreprises françaises pour espérer signer nos premiers clients. Ça arrivait assez vite. En 4-5 mois, on a eu nos premiers clients. C'est l'avantage du bootstrap, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc, c'est soit ça marche pas, mais on n'a pas 12 mois pour tester, on n'a que quelques mois. Ça permet d'aller vite. Et je pense qu'il y a plusieurs choix qui ont été faits qui viennent de ce modèle un peu d'autofinancement qui peut avoir beaucoup de vertus en mode lancement parce que tu as un peu le modèle un peu malin radin, frugal. Et du coup, tu as testé plein de choses parce que tu n'as pas le choix et tu sais, dans 3 ou 4 mois, tu es mort si tu n'as pas trouvé tes premiers clients parce que tu peux pas vivre. Donc, dans cette phase de lancement, on voit qu'il y a un réseau, un écosystème tout autour de vous. Quelle a été la place du mentoring par rapport à ce début d'aventure? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous donnaient la voix, qui vous faisaient des recommandations, qui vous ont ouvert certaines portes? Oui, alors moi j'ai eu de la chance j'ai de la chance d'être entourée effectivement de plusieurs mentors qui m'accompagnent depuis Denis. Je pense à la première personne, si aujourd'hui j'en suis là, c'est Denis Fayolle, qui est le fondateur de La Fourchette, cofondateur de Manu Mono, Singular, Tabiteo, etc., qui est un serial entrepreneur avec qui j'ai monté une première entreprise, Au Smile, qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais j'ai jamais autant appris aux côtés de Denis. Et Denis continue à me coacher et m'accompagner. Et j'ai vraiment beaucoup de chance effectivement de l'avoir, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est bien d'avoir une idée, mais on se demande, ok, super, à partir du moment où on a l'idée, comment on passe à l'action, c'est quoi les premières actions qu'on fait, comment on lance un business, etc. Et c'est vrai que Denis, il a monté plusieurs business, des dizaines. Il a un peu une, on va dire, une méthodo, même s'il se base beaucoup aussi sur l'humain pour créer ses boîtes. Et donc, il m'a notamment beaucoup accompagné. J'ai aussi la chance, beaucoup me demandent c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur, c'est de choisir bien son mari ou sa femme. J'ai effectivement aussi un mari qui est hyper supporter parce qu'il le faut, parce que c'est beaucoup d'investissement d'entreprendre. Exactement. Et pour revenir au côté mariage, cette fois-ci professionnel, tu le disais tout à l'heure, donc tu es associé avec Vincent. Tu as rapidement évoqué le fait que vous êtes complémentaires, ou du moins que vous avez recherché une complémentarité. Et comment ça s'est mis en place, cet alignement? C'était assez simple parce que tout ce que sait faire Vincent, je sais pas le faire et inversement. C'est vrai que notre association, elle a été plutôt fluide parce qu'on avait tous les deux, on va dire, des champs bien délimités. Moi, j'étais CEO, la partie vraiment business, ops, SCSM, etc. Et puis Vincent était vraiment sur la partie tech et produits. Donc ça a été assez simple. Pour autant, c'est pas parce qu'on a chacun des fonctions délimitées qu'il faut pas communiquer. Puisque en fait dans l'entrepreneuriat le plus gros risque c'est de se sentir seul, puisque finalement tous les jours tu te lèves et t'as une nouvelle merde qui t'est arrivée au visage, et donc c'est hyper important d'avoir un associé avec qui tu peux avoir un peu le miroir, échanger sur tes galères, même si il saura pas les résoudre, il saura au moins t'écouter. C'est très juste, c'est très vrai. J'aimerais bien qu'on s'intéresse à ton business model. Donc, quand j'ai été sur votre site internet, il y a une statistique déjà qui m'a interpellé. C'est qu'aujourd'hui, 75% des salariés qui sont en recherche d'un emploi vont privilégier la recherche de sens avant même le salaire. Donc, ça, c'est ce qui prouve que votre solution, elle a, elle aussi, beaucoup de sens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne un projet type chez Teamstarter? J'ai vu que vous aviez une démarche appelée bottom-up. Est-ce que tu peux nous expliquer les jalons, comment ça se déroule et quelle est la valeur ajoutée pour les entreprises de faire appel à ça? Oui, alors effectivement, pour reprendre un peu, nous on a créé Teamstarter parce qu'on s'est vraiment rendu compte que les attentes des collaborateurs s'étaient complètement transformées. Le Covid a complètement accéléré en fait cette prise de conscience. Aujourd'hui, les salariés sont de plus en plus à la recherche de sens, d'impact, d'autonomie, de responsabilisation. Quand on a créé Teamstarter, on a réfléchi, on s'est rendu compte qu'un des leviers qui pouvait être extrêmement puissant pour à la fois
embarquer, attirer les talents, c'est la prise d'initiative. Rendre les collaborateurs acteurs de leur entreprise, leur permettre de pouvoir porter et réaliser des initiatives, leur donner le pouvoir d'agir, c'est extrêmement puissant. Et en fait, quand on réfléchit bien, cette prise d'initiative, ça vient activer tous les leviers. Le sens que je peux avoir, j'ai beaucoup plus d'impact, j'ai beaucoup plus d'autonomie, de confiance, etc. Et donc, de là est né Team Starter. Donc, on a créé une plateforme. Aujourd'hui, nos clients, donc on travaille à la fois avec des PME, à la fois avec des ETI, à la fois avec des grands groupes, France et aussi international. Donc, typiquement, on travaille avec Soprasteria, on travaille avec L'Oréal, on travaille avec Crédit Agricole, mais aussi des super PME comme Crédit Mutuel Sud-Ouest, Fer, etc. On a une centaine de clients. Chaque mois, nos clients confient sur notre plateforme Team Starter un budget mensuel à l'ensemble des collaborateurs, 10, 20, 30 euros par mois par collaborateur. Avec ce budget, les collaborateurs vont pouvoir venir proposer des initiatives qui leur tiennent à cœur. Donc, je suis par exemple Ségolène, j'ai envie de porter une initiative. Je peux donner typiquement un exemple qui a été mené. Je sais pas, je souhaite former les collaborateurs aux gestes de premier secours. Donc, je vais créer mon projet pour créer un projet d'atelier de premier secours, définir un budget. Bon, bah voilà, je vais passer par la Croix-Rouge qui va réaliser cet atelier-là. J'aimerais qu'on soit 80 collaborateurs. L'objectif, c'est pour être plus réactif et se sensibiliser aux gestes de premier secours. Donc, je vais tout créer mon initiative. Elle va être publiée sur la plateforme Team Starter. Elle coûte 2 000 euros, on va dire, pour pouvoir la mettre en place. Et là, je vais devoir aller convaincre 200 collègues de venir financer mon projet. Et donc, convaincre Michel, Édouard, etc. Et tant que j'ai pas réussi à convaincre 100% des collaborateurs, je pourrais rien faire. Par contre, à partir du moment où j'ai réussi à convaincre les salariés, mes collègues, je peux passer à l'action et là, je vais pouvoir réaliser mon projet. C'est celui qui va proposer son initiative qui va ensuite la mettre en place. Et donc, une fois que j'ai réalisé les fonds, récolté les fonds, je vais pouvoir passer à l'action et déployer mon atelier de gestes qui sauvent de premier secours et en tant que collaborateur, en organiser plusieurs en formant une cinquantaine de collaborateurs par atelier. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'être un catalyseur de projet, de permettre à n'importe quel collaborateur d'aller sur des sujets qui lui tiennent à cœur et lui dire bah toi aussi tu peux avoir de l'action et vraiment de les faire passer de l'idée à l'action en leur montrant qu'ils peuvent avoir du poids et de l'impact dans leur boîte. Pourquoi bottom-up effectivement, c'est qu'on est persuadé qu'aujourd'hui pour donner du pouvoir aux collaborateurs, il faut rester sur des choses qui sont à leur échelle. Donc, on n'est pas du tout sur des gros projets, de nouveaux business models, de nouvelles apps que vont lancer les salariés. On reste ce qui est à leur échelle, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour changer leur quotidien, les initiatives un petit peu du quotidien. Et donc, le collaborateur en tant que tel peut avoir plein d'idées et donc va pouvoir les déployer au sein de sa boîte. Ok, donc c'est vrai que c'est des sujets qui ratissent assez large dans l'entreprise. Ça peut être des sujets intrapreneuriales, ça peut être associatif aussi pour soutenir certaines causes. Est-ce que tu as un exemple de projet que tu as vu passer où tu t'es dit « Ah tiens, je l'avais pas vu comme ça, notre solution permet aussi de fédérer ce genre d'initiative » et qui t'a un petit peu surprise? Ouais, je pense que pendant le Covid, ça a été le meilleur apprentissage, puisqu'en fait, on a créé Team Starter et quelques mois après, il y a eu le Covid, sachant qu'à la base, on était une plateforme pour rassembler des collaborateurs, qu'il y ait de la cohésion, des initiatives en interne, que les gens se rassemblent, qu'ils s'apprennent à se connaître. Et donc, quand il y a eu le Covid, c'était un peu la cata, parce qu'on s'est dit qu'est-ce que vont bien pouvoir faire les collaborateurs à distance. Et pourtant, on s'est énormément révélé pendant le Covid. Il y a une initiative qui m'a marqué, c'est des collaborateurs qui ont créé un livre de comptines pour enfants pour expliquer leur métier, parce que pendant le confinement, ils se sont rendus compte que les enfants demandaient énormément aux parents, papa, tu fais quoi? Mais c'est quoi le Crédit Mutuel Sud-Ouest? Ça veut dire quoi être conseiller bancaire, etc. Donc, il y a plusieurs collaborateurs qui sont réunis pour raconter un peu l'univers de la banque et les métiers de collaborateurs sous forme de comptines pour ensuite pouvoir le distribuer aux enfants de collaborateurs, mais aussi aux clients. Et j'ai trouvé ce projet génial parce que ça a créé énormément de liens en interne. Ça a donné beaucoup de sens à beaucoup de collaborateurs qui se sentaient isolés. Et ça a pu aussi résonner dans leur cercle externe familial où ils ont pu distribuer. Et donc, on l'a reçu, nous aussi, ce petit livre d'une 30aine de pages qui est donc fait par un illustrateur professionnel. Donc, c'est un projet Team Starter. Donc, c'est plusieurs collaborateurs. Donc, ce projet, il m'a marqué parce que déjà, je le trouve très concret. C'est permettre à des parents d'expliquer de manière ludique ce que font leurs parents de manière à tous les jours
au travail. Et vraiment, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on avait énormément d'impact chez nos clients parce qu'on créait énormément de liens entre collaborateurs qui parfois se sentaient isolés, démunis. On a eu aussi, par exemple, des initiatives où les collaborateurs se sont réunis pour livrer des petits kits pour Noël. Ils avaient écrit des lettres pour les personnes qui étaient isolées et qui avaient le Covid dans les hôpitaux. Et donc, c'est typiquement aussi des projets Team Starter. Donc voilà, je trouve que ces projets ont beaucoup de sens et je suis assez fière de me lever le matin en me disant qu'on peut permettre de faire émerger ce type de projet, d'avoir des collaborateurs, parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut que les collaborateurs, ils arrivent le matin au travail en souriant, qu'ils soient fiers de leur boîte, qu'ils se disent « Ah ouais, c'est une boîte géniale, je peux faire ci, je peux faire ça », et qu'ils aient la patate en arrivant au travail. Et je trouve ça assez génial que des projets comme ça peut effectivement leur donner cette patate-là. On a récemment une collaboratrice qui est venue témoigner, qui avait porté un projet puisqu'elle avait une de ses proches qui était atteinte du cancer du sein. Et c'est 400 collaborateurs en entreprise qui sont mobilisés pour courir. Donc chaque kilomètre parcouru permettait de financer X euros sur la plateforme Team Starter et ils ont récolté des milliers d'euros pour cette cause-là. Et cette collaboratrice, elle m'a dit, ce jour-là, mon métier a changé dans mon entreprise parce que je me suis sentie hyper fière d'appartenir à un collectif qui s'est dépassé, hyper fière que mon entreprise m'écoute et confiance en moi. Et elle pleurait en racontant son histoire. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, ce qu'on fait, ça peut changer la donne. Bah là, c'est des super exemples en fait de projets qui viennent d'une singularité et qui viennent finalement nourrir et monter vers le haut le collectif. Donc en ça, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens. Si je comprends bien, donc il y a le côté plateforme. Pour qu'elle soit utilisée, il y a quand même une conduite du changement à opérer auprès des collaboratrices et collaborateurs de vos clients. Comment ça s'opère? Comment ça se gère en termes de projet? Je sais que vous avez des coachs, des consultants. Comment vous avez structuré ça? Assez vite, en fait, on a eu nos premiers clients. Forcément, quand tu es autofinancé, tes clients, tu dois les garder. Et donc, forcément, on avait cette soif de il faut garder absolument nos clients, etc. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que les collaborateurs, ils n'avaient pas la même maturité quand il s'agissait de porter initiative. Il y a des collaborateurs techniciens qui l'ont jamais fait, d'autres qui sont chefs de projet dans des boîtes. Et donc, en fait, c'est là qu'est apparue effectivement la notion qu'il fallait des facilitateurs qui allaient pouvoir accompagner les collaborateurs et les aider dans leur initiative. Et c'est vrai que plus on avance, maintenant, ça fait 4 ans qu'on a créé Team Starter, on a accompagné des mini-initiatives et on commence à connaître assez parfaitement les initiatives qui fonctionnent très bien, les initiatives qui sont à impact, pour venir en fait inspirer les collaborateurs, leur faire gagner du temps et de se dire en fait ce projet que t'as, il a été porté exactement et si on peut te faire gagner du temps, il y a ça et ça à prévoir. Et voilà, donc c'est un mix effectivement avec des coachs, des collaborateurs de chez moi qui vont accompagner, apporter cette oreille extérieure aussi, parce qu'aujourd'hui dans les boîtes il y a beaucoup d'autocensure, des salariés qui ont des bonnes idées, ça en manque pas. Par contre des collaborateurs qui vont s'exprimer, qui vont venir oser taper dans une porte dans l'entreprise, c'est plus rare. Donc il y a aussi tout cet aspect humain qui est important pour finalement nous, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui on dit souvent qu'il y a 5 ou 10% des collaborateurs qui sont engagés. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on travaille sur les 90 autres pourcents. Ces personnes qui un dirigeant la semaine dernière me disait que je réveillais les endormis chez lui, mais j'ai trouvé cette métaphore assez jolie. Nous, ce qu'on veut, c'est embarquer les collaborateurs, mais surtout ceux qui sont en retrait, surtout ceux qui n'osent pas, qui peuvent avoir des idées assez géniales, qui peuvent et qui sont des très bons collaborateurs, mais plutôt en retrait. Et nous, on veut aussi les mettre en avant. Donc, chez beaucoup de nos clients, on a aussi révélé des talents. Il y a eu beaucoup de promotions internes, des collaborateurs qui avaient majestueusement bien porté une initiative de A à Z. Ça a un peu révélé les principes et les mécanismes de l'entrepreneuriat, comment bien raconter un projet, comment bien le vendre, comment bien le budgétiser, etc. Et puis comment le réaliser et en faire ensuite un bilan. Et donc voilà, donc il y a tous ces coachs et puis toute cette expertise, ces retours d'expérience qu'on met en avant sur la plateforme pour inspirer des collaborateurs qui n'auraient pas d'idée mais qui voudraient se lancer dans l'aventure Team Starter. Ok, donc si je comprends bien, l'aspect consulting et coaching, ça vient à la base d'un enjeu de fidélisation pour faire pérenniser les relations d'affaires. En moyenne, un coach chez vous, il a combien d'entreprises dans un portefeuille ?
C'est une bonne question. Il doit avoir une quinzaine, non, peut-être moins, une dizaine d'entreprises. En fait, c'est surtout, on réagit par le nombre de collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, on a des clients, ils sont 150 collaborateurs et d'autres 4000. Donc, le coach, il va plutôt gérer un panel de collaborateurs qui va accompagner tout au long de l'aventure. Ils sont amenés à collaborer directement avec les salariés ou ils passent uniquement par les décideurs pour cet aspect conduite du changement Non, ils passent bien sûr par les salariés, ça aurait pas de sens sinon. Ils vont justement effectivement accompagner le collaborateur qui a une idée. Ils accompagnent aussi l'entreprise dans ces sujets de conduite du changement, de change, d'acculturation bien sûr. Non, bien sûr ils accompagnent le collaborateur dans leur idée. Les collaborateurs ont aussi besoin d'écoute. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment je peux bien la raconter? Ah mais je suis pas sûre que ça le fasse. Est-ce que ça peut le faire comme ci, comme ça? Et donc ils ont une voix externe qui est pas là pour juger, mais s'assurer que le projet aille dans la bonne direction, qu'il soit à forte valeur ajoutée et qu'il aille le plus loin possible. Donc ça, c'est extrêmement précieux, puisque l'aspect conseil, sans ça, c'est beaucoup plus dur de développer la solution. Là, vous êtes très bon là-dessus. J'ai vu que tous vos coachs avaient 3 points communs. Ils ont eu déjà des aventures entrepreneuriales dans le passé, avant de vous rejoindre. Ils sont formés aux méthodes agiles et au management, ainsi qu'à l'innovation du management. Donc, on pourrait considérer que c'est des moutons à 5 pattes. Comment vous avez fait pour les recruter, les premiers consultants de cet acabit-là au tout début, lorsque vous étiez justement en phase de lancement, de bootstrap? Faut les trouver, faut leur donner aussi une projection projet. Comment vous y êtes pris et comment ça a évolué dans le recrutement par rapport à vos différents stades de croissance? Je dirais que avec du recul, les premiers recrutements, c'est les plus faciles parce que au tout début, tu es dans une aventure entrepreneuriale et en fait, tu vas attirer des profils entrepreneurs. Et donc, typiquement, le premier collaborateur, Louis de Corinville, qui est toujours aujourd'hui chez Teamstarter, il a été attiré parce que il voulait à terme, je pense qu'il veut monter une boîte. Il trouve que le projet a beaucoup de sens et donc en fait, l'attractivité des premiers talents, elle est pas très compliquée. Et en général, justement, tu as les meilleurs parce que si ton projet il est smart, il est bien fait, tu vas les attirer et puis par ton réseau, ça va vite. Moi, typiquement, j'ai fait Dauphine. J'ai beaucoup de gens de Dauphine qui m'ont contacté. Donc, ça va vite. Je dirais que c'est plutôt dans le stade et le stade parce que les 3 premières années, on a été complètement autofinancé, rentable et on n'avait pas levé de fonds. Et je dirais, c'est quand tu commences à être 20. En plus, c'est pour ça qu'on a aussi, avec des amis entrepreneurs, créé le club Bootstrap. C'est qu'en fait, quand t'es une vingtaine, t'as pas de visibilité parce que t'as pas de levée de fonds. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, en France, les médias mettent en avant les boîtes qui ont levé des fonds. Quand t'as pas levé de fonds, t'existes pas vraiment. Et donc, t'es 20, donc t'as plus trop ce projet entrepreneurial à vendre à tes collaborateurs parce qu'ils savent qu'ils font pas partie des premiers employés. T'as pas le côté, on est une start-up, baby-food, trop bien les gars, on a des corbeilles de fruits, etc. T'as ce côté aussi frugal, donc tu veux pas avoir des locaux de dingo et tu dois pourtant recruter. Nous, on a du coup beaucoup travaillé la cooptation. Je pense que c'est une des plus grandes forces aujourd'hui. On doit avoir un collaborateur sur 2 qui vient d'un collaborateur coopté chez Teamstarter. En fait, j'ai une de mes meilleures amies qui est venue dans mes locaux au tout début. On devait être 5 et là, elle me dit, oh là, mais c'est c'est des mini-toits en fait. Tous tes collaborateurs, c'est vraiment des mini-toits. C'est vrai qu'ils avaient fait tous Dauphine, etc. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, si tu veux créer une grande boîte, il va falloir que tes collaborateurs qui viennent d'horizons totalement différents, de culture, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande force de Teamstarter, c'est son équipe, surtout parce qu'elle est extrêmement diversifiée. Et donc, on s'est vachement reposé sur la cooptation pour aller chercher des profils différents. Chez moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Typiquement, j'avais un de mes commerciaux qui a fait des études de philo, quoi. Donc, on n'est pas du tout porté par ce mythe de il faut qu'ils aient fait HEC, etc. C'est pas des choses qui m'importent. On est plutôt apporté par qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter en termes de diversité, etc. Et donc, la phase où t'es 20, on s'est vachement reposé sur les autres collaborateurs parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'on est plusieurs à avoir créé avec le club Bootstrap
pour justement mettre en avant ces entreprises françaises qui n'ont pas levé de fonds, qui font parfois des résultats encore plus beaux que leurs voisins, mais elles sont beaucoup moins visibles, puisque beaucoup moins sexy, mais sont des fabuleuses réussites entrepreneuriales, pour plus les mettre en avant et plus venir attirer des talents, parce que c'est aujourd'hui effectivement une vraie complexité pour beaucoup d'amis entrepreneurs qui n'ont pas levé de fonds, qui ont pourtant des très très belles boîtes, mais qui ne sont pas mis en avant sur le marché. Et c'est vrai que le club Bootstrap est très actif, très dynamique, parce que des entreprises justement Bootstrap en France, il y en a plein. Elles gagnent à être connues, donc on vous mettra le lien vers le club Bootstrap dans la description de la vidéo. Si maintenant on pivote sur le côté croissance actuelle, moi je me pose une question. Vous ciblez à la fois des décideurs, donc j'imagine les DRH, les dirigeants, potentiellement les responsables RSE, mais aussi l'ensemble des salariés de toutes les entreprises, qui peuvent être vos ambassadeurs, vos promoteurs en interne. Comment vous faites pour, entre guillemets, aller toucher cette cible-là, qu'ils vous identifient, qu'ils vous connaissent et qu'ils puissent vous recommander ? Et si ça se déroule comme ça, comment vous faites après pour remonter dans l'organigramme jusqu'aux décideurs pour aller chercher de nouvelles relations d'affaires ? Alors, je vais répondre à ta question. En fait, quand on a commencé Team Starter, on s'est dit... On travaille quand même des sujets de prise d'initiative, d'embarquement, d'attractivité. Donc, on va contacter les DRH. Et en fait, ça a été impossible à joindre cette cible-là. C'est une cible qu'il faut savoir qui est énormément contactée, énormément sursollicitée. Elle me donnait des disponibilités à 1 an. Et c'est là l'avantage de l'autofinancement, c'est énormément, en fait, j'ai pas 1 an pour te rencontrer, dans 1 an, j'existerai plus. Donc, j'avais même pas moyen de tester finalement ce qu'on faisait, voire un rendez-vous qui était très compliqué à avoir. Et du coup, dans ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais taper le plus haut possible. Donc, je vais aller taper la cible de CEO, DG, pour voir si ça résonne là-haut. Parce que si là-haut, ça résonne pas, il n'y a pas de marché, je vais pas perdre 6 mois. Et donc, on a changé, on a dévié. Et on a allé contacter des DG d'entreprises, des CEO, etc., de grandes boîtes. Hein, je parle pas de CEO de start-up. Je me rappelle, le premier, il gérait 20 000 collaborateurs. Et c'est là où je pense qu'il y a eu un change, ça a été game changer chez Team Starter, parce qu'on a signé nos premiers clients assez rapidement. Ça a eu plusieurs vertus de passer par cette cible-là. Déjà, très vite, de savoir s'il y avait un market fit, parce que c'est une cible qui n'a pas le temps de perdre du temps avec des solutions qui l'intéressent pas. Ça a permis forcément un accélérateur business, parce qu'il n'y a pas de sujet forcément de budget. Ça va beaucoup plus vite en cycle de vente. Alors, ça a amené d'autres complexités, mais ça a amené effectivement une grosse croissance. Les 3 premières années de Team Starter, on faisait 400% de croissance annuelle en étant tout autant autofinancé. Donc, on a vraiment craqué quelque chose là-dessus. Et donc, depuis 4 ans, ça fait 4 ans qu'on vend auprès de ces cibles-là. Donc, on est très à outbound. Moi, je suis un peu vieille école. Je crois pas trop, ou peut-être un peu moins sur ma cible, mais tous ces sujets, on va dire de grosses, etc. Je pense que c'est très bien. Pour autant, il y a des techniques de vieille école qui fonctionnent très bien. La première étant le call emailing, etc., qui sont des techniques d'outbound. C'est vrai que nous, on est beaucoup outbound chez Team Starter. C'est comme ça qu'on a signé nos 80 premiers clients. Et donc, on passe pas du tout par les collaborateurs, par nos utilisateurs finaux. Même si à terme, c'est notre objectif. Mais pareil, quand tu es autofinancé, le marketing, ça coûte cher. C'est des choses qui mettent du temps à voir si tu as un retour sur investissement, etc. Tant qu'on n'avait pas, on était en autofinancé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est un peu très vite spécialisé dans l'outbound, parce que l'avantage, c'est que tu vas plus vite signer des clients. Ok, et donc sur l'outbound, vous aviez une équipe dédiée, c'était toi qui t'y collais à l'inverse. Comment vous avez structuré ça au départ également, parce que ça demande aussi du temps, du copywriting, du scrapping de base, etc. Faut aller vite, comme tu le dis, faut faire rentrer des contrats, de l'argent pour survivre, pour trouver le bon marché. C'est quoi les coulisses de ça au lancement ? Les coulisses de ça en lancement, c'est moi avec mon téléphone qui a pris assez simplement une liste de top entreprises qui recrutent, chercher le directeur général,
le numéro de téléphone aujourd'hui, c'est pas très très compliqué avec les outils qu'il y a. Et puis y aller quoi. Donc c'est moi toute seule au tout début qui réalisais mes premiers call. J'ai testé. Premier call que j'ai fait, premier rendez-vous. Donc Paolo, il se reconnaîtra. Donc voilà, et puis on teste, on commence le call, on se dit qu'on va coupler avec des séquences d'emailing. Séquence d'emailing, on a la tête plutôt bien faite, on teste des choses, on regarde est-ce que ça réagit bien, est-ce que les mails sont ouverts, on améliore. Et puis assez progressivement, on signe les premiers clients assez vite, et puis on recrute, et puis voilà. Et après, on industrialise ce canal-là, quoi. Et après, on industrialise effectivement ce canal-là par secteur, par spécialisation. On commence à se dire, OK, quels sont les secteurs où tu sens que ça réagit mieux, même si c'est toujours une question de quand est-ce que tu le fais, parce que tu renonces, faut renoncer au bon moment. Et puis ouais, effectivement, après une stratégie très très rodée avec du call emailing de 5 mails, l'extract des mails qui sont qui sont ouverts, et puis call des gens qui ont ouvert les mails, et puis des premiers rendez-vous pris jusqu'au closing, et puis des premiers clients qui sont toujours là aujourd'hui. Bruno, le CEO de Sphère, une très belle entreprise. On a commencé, il devait être 400. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 collaborateurs. Ça fait 4 ans qu'on collabore ensemble. Bruno, voilà, je lui ai passé un coup de fil. Je le connaissais pas. Il m'a trouvé sympa au téléphone. On s'est rencontrés, et puis quelques semaines après, on travaillait ensemble, et c'était le premier client de Teamstarter. Et si tu pouvais donner un conseil sur la stack techno que tu utilises en outbound, celle qui est efficace selon toi, tu recommanderais quoi? Déjà, outil de call, je pense que c'est une vraie force aujourd'hui d'avoir le numéro de téléphone de dirigeants d'entreprise. Parce que avant, je faisais pas mal de call. J'étais la première employée chez Lydia. Et j'ai fait beaucoup de call pour justement trouver des clients. Et tu passes par les assistances, etc. Et ça peut être compliqué. Aujourd'hui, avoir le numéro direct, c'est déjà un gain de temps de fou, parce que tu passes pas par l'assistante, essayer de trouver un moyen de parler au CEO, quelle technique de bypass, est-ce que tu te mets la secrétaire dans la poche, est-ce que tu déroutes complètement. Donc voilà, donc on a commencé par utiliser des outils qui sont Casper, ou Lusha, des très bons outils qui se connectent à LinkedIn et te donnent ton numéro de téléphone. Nous, ensuite, on a un CRM HubSpot qui fonctionne très bien. Et donc, aussi, moi, c'est ça que je recommande, c'est que pas démultiplier les outils. HubSpot fait plein de choses. Donc, les séquences email, c'est via HubSpot. Les suivis des transacts, c'est via HubSpot. Donc voilà. Et puis ensuite on a mis en place petit à petit des outils. Je sais qu'aujourd'hui on a un outil pour écoute des calls, des commerciaux, etc. Mais qui est arrivé plutôt dans un second temps. Les 2 premiers outils que j'ai utilisés, je dirais, c'est HubSpot et Casper. Puis ton téléphone, quoi. T'appelles, t'envoies des mails, ton numéro de téléphone, et puis voilà, après, encore une fois, t'as pas beaucoup de moyens, donc tu prends les versions. Aussi, il y a Slack qui a été très utile au début. Voilà, et puis LinkedIn, forcément. Ok, très clair. On a la même stack techno chez Make the Grade, donc je confirme que c'est efficace. Ségolène, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que vous faites chez vous, en interne, chez Teamstarter, pour engager, fédérer, attirer des talents? Alors, c'est vrai que j'aime bien cette expression, mais je pense qu'on est peut-être l'exception, dans le sens où si je devais donner une réussite de Teamstarter, c'est les équipes. Aujourd'hui, il y a une culture d'entreprise chez nous qui est assez incroyable. Je sais que les salariés passent leur temps ensemble, leur week-end, leurs vacances. Les gens sont très 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 soudés. Je pense qu'on a quasi un turnover à 0. Donc et beaucoup me demandent comment j'ai fait, et je sais pas répondre à cette question. Peut-être la première réponse, c'est qu'on a créé quelque chose qui a du sens. Les gens qui nous rejoignent
parce qu'ils se disent j'ai envie de changer les choses. C'est très concret, on voit les projets se réaliser. On n'est pas un outil de logiciel de paye. Même je trouve que c'est des business de cash machine assez exceptionnels. Donc je pense que déjà ça vient effectivement du fait de ce qu'on a créé. Beaucoup de gens nous rejoignent pour ce qu'on a créé. Ils y croient dur comme fer. J'ai des gens qui sont passionnés chez moi. J'ai des passionnés et des passionnants. Ce que je dis, c'est que on doit aussi transmettre cette passion aux clients, parce que j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, nous, on veut travailler avec toi parce que on aimerait avoir des gens qui ont autant d'énergie que toi. Et mes collaborateurs, c'est pareil. Donc je sais pas ce qui a fait. On a Team Starter bien sûr chez nous. Avec tout le temps des idées qui se réalisent, mais je saurais pas dire ce qui se passe chez nous pour avoir une telle culture de boîte. Je pense qu'on a des belles valeurs d'humilité, de bienveillance, de persévérance, etc. Mais de là à ce qu'on a aujourd'hui, je saurais pas te répondre. La culture, elle évolue en fonction des personnes qui viennent, qui partent, etc. Donc là, vous êtes dans un super cycle de ce que j'entends. C'est excellent. Comment vous allez faire pour essayer de faire durer cette culture d'entreprise qui est super saine? Là, je sais que vous avez fait une levée de fonds en fin d'année dernière en série A, 7 millions. Toi et ton associé Vincent. Voilà, ça va être quoi la suite justement pour continuer de bien grandir, se structurer, et pourquoi ce choix de quitter le bootstrap pour accélérer à cette vitesse? En fait, je me suis rendu compte que l'autofinancement avait ses limites. Les 3 premières années avec Team Starter, chaque choix, c'était... en fait, c'est compliqué à la fois de financer sa croissance, à la fois son innovation. Donc en fait, à chaque fois, c'était est-ce que je recrute un développeur ou un commercial? Je l'ai fait de manière assez rapide, mais c'est vraiment ça. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait 2 chemins qui s'offraient à nous. Soit on continuait à croître progressivement et on allait créer une belle PME, soit on allait all-in, on prenait des risques et on allait lever des fonds. Mais pour moi, lever des fonds quand t'es rentable, quand tu fais du chiffre d'affaires, quand c'est ton chiffre d'affaires qui paye tes employés, quand t'as des clients satisfaits, c'est pas le même mindset que lever des fonds pour savoir quel va être ton business model. Donc c'est pour ça aussi que je fais toujours partie du club Bootstrap, et un de mes amis, Gilles, qui a monté une boîte, qui est un entrepreneur impressionnant, Luca, et qui a levé après 20 ans de boîte 60 millions. Les 20 premières années, il a été autofinancé. J'ai beaucoup de respect pour Gilles, parce que pendant 20 ans, il a mené une boîte, il l'a consolidée, il l'a fait grossir. Et puis à un moment, la concurrence aussi sur ces logiciels, elle peut être très forte, et donc du coup, il a levé des fonds. Donc je trouve que déjà la levée de fonds, le pourquoi on lève est très différent d'une boîte à une autre. Moi, j'ai levé pas pour survivre, parce que j'avais pas besoin de lever de fonds. J'ai de l'argent, je suis rentable, mais pour accélérer. Pour aller plus vite et pour aller plus loin, et aussi pour senioriser, parce que c'est aussi un des enjeux quand tu es autofinancé, c'est que les talents que tu as sur le marché sont assez jeunes, et donc tu peux pas forcément avoir d'experts seniors, ce qui peut te poser un peu problème. Sur la partie ambition internationale, je sais que vous en avez aussi des ambitions sur ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors effectivement, quand on avait des fonds, donc là, une des premières éléments, c'était effectivement de senioriser les équipes, donc de recruter des seniors qui allaient pouvoir nous accompagner et aussi accompagner les équipes, parce que c'est aussi une demande des équipes qui étaient là avant la levée de fonds, d'être formées, de monter en compétences, de senioriser, etc. Ensuite, forcément, investir beaucoup plus massivement en produits, puisque l'autofinancement nous a un petit peu empêché d'aller plus fortement d'investir en produits. On a plein de choses à faire sur notre plateforme pour améliorer, la rendre plus ludique, plus utilisée encore, etc. Et l'international. Alors l'international, on y va mais par opportunité, par des clients actuels qui, typiquement, on a un client qui potentiellement est intéressé pour se lancer au Moyen-Orient. Donc on va plus se reposer dans un premier temps sur nos clients pour rester focus, parce que c'est aussi un inconvénient de la levée de fonds, c'est que tu as tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Et justement, faut réussir à rester focus, d'avoir un seul objectif et step by step. Ce que je te propose, c'est de terminer cet échange avec des questions plus généralistes. Donc voilà, encore une fois, ça va être des questions rapides, mais tu prends ton temps pour y répondre. Dans un premier temps,
t'en as rapidement abordé au tout début de l'échange. Comment tu fais aujourd'hui en tant que dirigeante pour maîtriser ton équilibre vie pro, vie perso? Alors ça a été effectivement très compliqué parce que moi je suis jeune maman. J'ai levé des fonds en apprenant que j'étais enceinte. J'ai lancé mon process de levée de fonds et j'ai appris que j'étais enceinte. Faire une levée de fonds en étant enceinte, c'est quelque chose que je recommande à aucune femme, surtout dans le milieu actuel. On est pourtant en 2023, mais j'ai dû cacher ma grossesse une bonne partie. Parce que on m'avait dit si on apprend que t'es enceinte, tu pourras pas lever des fonds, t'es la voix de l'entreprise. Donc ça a été très compliqué justement de jongler entre lever des fonds, que j'allais bientôt être maman. Puis à un moment donné, je me suis dit ras-le-bol, en fait, je vois pas pourquoi je devrais cacher ma grossesse. Ouais, je vais devenir maman, mais je peux être maman et je peux être CEO. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est sportif de jongler, je trouve, entre un équilibre vie pro et vie perso, parce que t'as un peu en tant que femme cette double culpabilité. Quand t'es pas avec ton enfant, bah tu te dis t'es pas avec ta boîte, qu'est-ce qui va se passer? Quand t'es avec ta boîte, tu te dis est-ce que ça vaut le coup parce que t'es pas avec ton enfant. Et donc c'est très compliqué honnêtement. J'ai pas encore trouvé toutes les solutions, mais c'est un vrai défi. Parce que en plus de ça, j'ai une boîte qui est assez jeune, hein, on est 60, qui dépend forcément de mon énergie aussi. Donc voilà, l'équilibre vie pro vie perso, c'est pas quelque chose qui est encore bien fait de mon côté, mais j'aspire à mieux travailler cette partie-là. Ok, d'où l'importance d'être bien entouré. Et ouais, je suis persuadé que tu trouveras les clés parce que t'as l'air d'être une personne qui va chercher les solutions. Tu es dans une entreprise qui fait de la croissance. Pour toi, une entreprise qui fait de la croissance saine, elle doit avoir quoi comme caractéristique? Je dirais que une des premières caractéristiques, connaître son marché. Parce qu'en fait, plus tu vends à des clients qui sont dans ton PMF, donc qui sont ton market fit, plus tes clients vont rester et plus ta boîte, elle fera de la croissance saine. Parce que ton gros risque quand tu fais de la croissance, c'est signer plein de clients qui 2 mois après se barrent. Et en fait, pour moi, c'est ça la clé d'une croissance saine, c'est que si tu investis et que ces investissements payent sur long terme, c'est-à-dire que tu vises les bons clients, ces clients restent sur la durée, tout le travail que tu as à faire, il n'est pas à recommencer. Alors que si tu signes un peu n'importe quoi, tu sais pas trop pour qui tu es fait, pour quelle proposition de valeur, etc., ça va être compliqué sur le long terme. Et si tu devais avoir un conseil pour la Ségolène de 2019 qui lance Team Starter, qu'est-ce que tu lui donnerais? Je dirais, Ségo, tu sauves pas des vies, t'envoies pas des fusées sur la Lune, chill. Je dirais de prendre de la hauteur. Je pense que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est beaucoup mis en avant, qui est beaucoup idolâtré, etc. C'est pour autant un job qui est très très difficile, c'est les montagnes russes, et qu'il faut pas oublier qu'on sauve pas des vies et que tout va bien se passer. Et que je pense que un de mes amis entrepreneurs, Wilfried, le CEO de Superprof, où j'ai beaucoup d'admiration pour lui, il est tout le temps chill, il arrive vraiment à prendre les choses avec du recul. Et c'est, je pense, que ce qui fait le succès de sa boîte et de lui aussi. Et donc je pense que voilà, c'est peut-être prendre les choses avec plus de recul, avec moins d'appréhension, et les choses se passent comme elles doivent se passer. Avant-dernière question. Si tu pouvais faire de la croissance externe, budget illimité, etc., tu rachèterais quoi comme boîte, comme entreprise, pour amener Team Starter plus loin, compléter potentiellement le produit, la valeur ajoutée, la flywheel? Qu'est-ce que tu aimerais bien identifier comme sujet? C'est une bonne question. Je suis pas forcément... Je sais pas si c'est un modèle qui me correspond, la croissance externe, parce que je pense que c'est très compliqué. Parce qu'après, en fait, un gros sujet, c'est comment t'intègres la boîte dans ta boîte, quelle culture,
T'as les anciens, les nouveaux. Je sais pas si c'est quelque chose que je saurais faire, donc j'y ai pas réfléchi. Donc désolée, je pourrais pas répondre à ta question. Quel type de boîte je rachèterais? Je sais pas si je rachèterais une boîte, honnêtement. Donc ce serait plutôt des développements internes avec des nouvelles business units, par exemple, quoi. Exactement. Ok, c'est une excellente réponse aussi. Et enfin, pour conclure notre échange, as-tu une entrepreneuse ou un entrepreneur à nous recommander pour un prochain épisode de la Growth Odyssey? Denis Fayol. D'accord. Denis, qui est donc j'en ai parlé un peu avant, le fondateur de La Fourchette, cofondateur de Mano Mano, Singulart, Habitéo, ma précédente boîte, Au Smile, et plein d'autres boîtes. C'est, je pense, un des entrepreneurs les plus impressionnants qu'on ait en France et qui est hyper humble. Eh ben, ça donne hyper envie de l'interviewer en tout cas. Ça conclura notre échange, Ségolène. Merci beaucoup. Merci. Ça se voit que tu es au charbon, authentique, sincère et assez balèze, je dois dire. Donc, j'ai passé un excellent moment. Et puis, on va encore une fois mettre tous les liens dans la description de la vidéo pour aller découvrir Team Starter. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation.